je vais vous parler des aspects métapopulation. J'ai déjà commencé un tout petit peu tout à l'heure à aborder le sujet, donc vous vous souvenez, ces chardons avec leurs deux sortes de graines, les graines externes qui ne sont pas dispersées, donc les deux espèces, Cardius tenuflorus, Cardius pycnocephalus, pas toujours facile à reconnaître, mais effectivement apparemment bien séparés, et avec des caractéristiques absolument communes sur ce plan-là. Cette histoire alors de fécondation des différentes graines qui nous ont amené alors à étudier toute une série de choses. Effectivement, je vous ai parlé un petit peu du transfert de pollen avec les poudres fluorescentes. Il y a eu aussi des problèmes de ce qu'on appelait l'autofécondation retardée, c'est-à-dire que c'est assez curieux, chez ces plantes, le stigmate passe à travers les étamines, en quelque sorte, il doit passer dans le pollen. Et donc, si jamais la plante n'a pas été fécondée du tout, n'a pas été visitée par un insecte, et ben, du coup, l'autofécondation est quasiment automatique à l'échelle du fleuron. Donc, il y avait plein de choses amusantes à regarder sur le régime de reproduction de ces chardons, mais c'est surtout, effectivement, la façon dont les insectes transboïtent le pollen qui nous a motivés avec ces histoires de poudre fluorescente et donc de dispersion. Alors, la dispersion, comme je vous l'ai dit, on a commencé à travailler dessus un tout petit peu pendant sa thèse, et puis pas mal à Jasper Ridge pendant son postdoc à Stanford. Moi, je l'ai rejoint que pendant 1 mois et demi. Mais simplement, en revanche, on a fait une manip qui était bien, parce que le problème, c'était de savoir quelle était la proportion de graines dispersées et pas dispersées. Et c'est pas si simple, en fait, parce que si vous ouvrez le capitule avant que les graines soient mûres, ben, il n'y a pas encore les graines. Et si vous attendez que les graines soient mûres, les graines dispersées sont parties. Donc on a été obligé d'employer. Et donc voilà, dans le capitule, vous les voyez, les graines dispersées, elles ont une attache pour le pappus, une fois que vous avez enlevé le pappus, alors que les graines non dispersées, elles n'en ont pas. Et donc comment faire pour repérer ces graines dispersées et non dispersées? Vous voyez, même une fois qu'il n'y a plus de pappus, on les reconnaît très bien, elles sont morphologiquement très différentes, elles sont... il y a une attache pour les graines, celles-là sont striées, celles-là non. Celles-là sont non dormantes, elles vont germer quasiment tout de suite, alors que celles-là vont attendre assez facilement pour germer, puis en plus, quand elles tombent dans le capitule, elles restent au noir, elles sont humidifiées dans le noir, et là, du coup, ça induit une dormance supplémentaire. Donc, en gros, hein, l'idée, ça a été que ces graines-là, c'était des graines qui étaient destinées à occuper le terrain et éventuellement à durer, c'est-à-dire que c'est de l'escape in time, comme on disait, hein, elles ont de la dormance, alors que celles-là, c'est de l'escape in space, elles vont essayer d'aller occuper d'autres endroits. Alors donc, pour pouvoir compter les graines migrantes et non migrantes, et bien juste après la fécondation, l'idée qu'on a eue, ça a été de mettre de la colle sur les capitules. Alors ça les rendait un peu ridicules une fois qu'ils étaient bien mûrs. Vous voyez, les aigrettes restaient collées par la colle, et du coup, on ne perdait pas les graines et on pouvait les compter. Donc on a été les récolter. Voilà, moi j'ai surtout eu un rôle important en enlevant le poison oak qui poussait tout autour des chardons. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le poison oak, c'est une plante terriblement urticante, mais pas la première fois. La première fois, elle ne vous fait rien, elle crée une réaction allergique très violente les fois d'après, et plus vous la touchez. Comme moi, j'avais aucune intention de revenir faire du terrain en Californie dans la suite et je me suis tenu à cette résolution, eh bien, j'ai coupé tout le poison oak autour des chardons. Isabelle a récupéré les capitules et a compté donc les graines dispersées et les non dispersées. Et puis donc on avait trouvé effectivement des trucs, j'en reparlerai, et on s'est dit qu'on pouvait modéliser ça. Il y avait un colloque important qui se tenait à Wageningen, ça s'appelait Structure and Function in Plant Population Ecology, parce que les Hollandais à l'époque étaient très actifs, la vague néolibérale hollandaise n'avait pas encore zigouillé toute l'écologie locale, et en plus, John Maynard Smith avait publié donc Evolution and the Theory of Games en 82, c'est vraiment. Et on s'est dit, bon, on va faire un modèle de théorie des jeux qui expliquera notre histoire de dispersion. Voilà. On avait vachement confiance, on a envoyé d'ailleurs un projet d'exposé sur voilà, un modèle qui expliquait la dispersion chez les chardons, alors qu'on n'en avait pas écrit un mot. On est allé dans un resto de la rue Mouffetard, je me souviens, et puis on a commencé à écrire un modèle sur un coin de table. Et notre premier modèle, c'était une catastrophe parce qu'on comparait la fitness donc, de graines migrantes et de graines non migrantes et on trouvait qu'en gros, les graines migrantes étaient toujours moins bien que les graines non migrantes. Notre modèle, il prédisait que les plantes ne devraient jamais envoyer des graines migrer ailleurs parce que les graines qui migrent ailleurs, elles ont toutes les chances de mourir. Je vous ai dit qu'on avait eu tellement de mal à trouver des populations de chardons. Moi, je faisais pas mal de voiles à l'époque. Quand vous faites de la voile, des graines de chardon, vous en trouvez dans vos voiles. Donc, elles se perdent tout le temps. Et en fait, la probabilité pour une plante, une graine de chardon qui est partie comme ça au hasard, de tomber dans un endroit où les chardons peuvent vivre, c'est peanuts. Donc évidemment que
Donc on était un petit peu désespérés parce qu'on avait prévu de faire notre exposé dans 3 semaines et on n'avait aucune idée de quel modèle pourrait répondre aux questions qu'on se posait. Et heureusement, donc on a quand même travaillé, on a étudié ces phénomènes de dispersion. D'abord, alors pendant un moment, on s'est dit peut-être que les aigrettes, c'est un sous-produit, elles vont loin, mais elles sont faites pour aller près parce qu'il y a quand même plein de graines migrantes qui restent dans la population et donc peut-être que ça correspond simplement à de la migration à faible distance, mais ça ne nous satisfaisait pas. Et donc, grâce à la vision donc, paysage que Gaudron nous avait donnée, on a eu l'idée donc de faire un modèle. Tout compte fait, on s'est dit, bah oui, effectivement, les graines migrantes, elles ont très peu de chances de réussir, mais celles qui vont y arriver, elles vont super gagner. Donc, on ne peut pas se contenter de regarder la finesse sur une génération, il faut regarder sur tout un système. Et donc, il faut modéliser la succession. Et donc, ça, c'est le premier des premiers modèles de succession publié donc, dans le bouquin Structure and Functioning of Plant Populations donc de Wageningen. Donc c'est en 84 qu'on avait raconté ça, et donc évidemment chaque population va pouvoir passer au stade d'après si jamais il n'y a pas de perturbation. S'il y a une perturbation, on va retourner au stade terrain nu, et puis s'il n'y a pas de perturbation pendant suffisamment longtemps, ça va s'arrêter parce que la succession va avancer puis qu'il n'y aura plus de chardons. Donc de toute façon, les chardons dans une population, ils sont sûrs de se faire virer, soit parce qu'il y a une perturbation, soit parce qu'il y a la fin de la succession. Et du coup là on était tranquille. On se disait, notre modèle, là, ce coup-là, il va nous donner de la dispersion, puisque si jamais ils ne dispersent pas, c'est foutu pour eux, puisque les populations ne durent pas longtemps. Alors, on a modélisé ça avec une matrice de Leslie, toute bête, et puis on a fait trouver des résultats qu'on a présentés avec des trucs un peu compliqués. Hein. Je ne vais pas vous détailler cette figure, juste le premier résultat, et celui qui nous importait et qui nous faisait plaisir, c'est qu'on trouvait que la proportion de graines migrantes, si on mettait du polymorphisme, la proportion de graines migrantes dans une population décroissait au cours du temps. C'est-à-dire si je suis une population, au cours du temps, la proportion de migrantes décroît. Et pourquoi on était content? Parce que c'est ce qu'on avait trouvé à Jasper Ridge en Californie. On avait trouvé que les populations les plus vieilles avaient moins de migrantes que les plus jeunes, ce qui est idiot. Je vous dis que Chardon avait tort contre les modèles, encore là, mais là au moins le modèle explique pourquoi. Vous avez une succession et vos plantes vont se faire virer par le fait qu'il y a des arbres qui vont venir et qui vont éliminer les populations de chardon. Si vous étiez un chardon malin, au début vous feriez des graines non dispersées pour bien vous établir dans la population, et à la fin, vous partiriez. D'ailleurs, c'est un peu ce que font les lézards, si j'ai bien compris. On en reparlera. Mais les chardons sont moins doués que les lézards pour repérer les situations. Et donc, en fait, la mécanique toute bête, c'est que dans une population, si jamais il y a des individus qui font plus de graines dispersées que les autres, leurs graines s'en vont, et ceux qui restent, c'est ceux qui font des graines pas dispersées. Donc, en fait, dans chaque population, il y a une contre-sélection constante de la migration. C'est vrai, chaque population perd ses graines dispersées, ne garde que les autres, et du coup, dans chaque population, il n'y a pas de sélection pour la dispersion. La sélection, elle se fait à l'échelle de l'ensemble, à l'échelle du paysage, de ce qu'on appellera donc la métapopulation. Quand on découvrira ce concept de métapopulation, alors ça, c'est les résultats expérimentaux sur les nombres de graines dispersées et non dispersées. Je ne vais pas prendre le temps de les détailler, mais effectivement, donc on trouve cette diminution du nombre de graines. Tout ça va amener donc Isabelle à développer le concept de métapopulation. En fait, on l'a rencontré grâce à un colloque où on a rencontré Douglas Gill qui travaillait donc sur des métapopulations d'amphibiens. C'est là qu'on a rencontré le concept de métapopulation. Après, évidemment, on a rencontré plein de gens. Mais on n'avait pas été exposé à ce concept dès le début parce que ce concept, c'était qu'un concept de démographie. Il n'y avait pas de génétique à l'époque dans ces histoires de métapop. Et donc, nous, on faisait de la génétique dans un paysage et on ne savait pas qu'il y avait des gens qui faisaient de la démographie des métapop, mais sans génétique. Et donc, effectivement, tout ça se finira par être publié après des péripéties terribles. Cet article, il y a eu d'abord un article d'Entry dans lequel on reprenait plein de choses, les chardons, le thym, etc. On a fini par publier avec Yanis donc l'article dans Amnat. Il faut vous dire que quand on a envoyé l'article pour la première fois, il a été reviewé, il y a eu des critiques, on a commencé à travailler dessus. Il y a eu une très grande chercheuse qui s'appelle Marcy Uyenoyama, qui a passé un temps fou sur cet article, autant que nous sûrement. Elle a fait des calculs d'enfer. À la fin, on a même fini par lui proposer de co-signer avec nous, mais elle n'a pas voulu. En fait, et quand on a eu fini de répondre à toutes les questions, parce qu'il y avait plein de trucs qui étaient faits en simulation, mais qu'on pouvait faire en maths. Alors, elle nous faisait remplacer les simulations par des maths pour des tas de cas, mais pour le cas général, il fallait quand même la simulation. Du coup, le résultat à la fin, c'était que l'article, c'était un fleuve, ça aurait quasiment pu être un numéro spécial de American Naturalist. Et du coup, l'éditeur qui a changé nous a dit « Ah non, mais c'est beaucoup trop long, on n'en veut plus ».
Ça faisait, je sais pas, 7 ou 8 ans qu'on était en train de travailler dessus, donc on lui a dit qu'on en avait vraiment ras-le-bol. Il a été gentil, il nous a dit, bon, bah, écoutez, enlevez tous les trucs de maths, pas tout, mais... Et on a enfin voilà, hein, je me souviens Yanis, ça a quand même été assez chaud, et donc on a fini par réussir à publier ce papier, et à ce moment-là, moi je m'arrête, parce que ça va être Ophélie qui va présenter. Donc dans le papier, on repartait exactement, il est mieux dessiné, vous voyez, c'est quand même plus joli dans Ramnat que dans le bouquin de Wageningen, mais c'était vraiment la même chose. Et effectivement, une des choses qu'on pouvait regarder, c'était le fait que si je mets deux taux de dispersion l'un contre l'autre, je fais de la théorie des jeux, je vais trouver que le SS, ça va être un des taux de dispersion, ou alors l'autre, ou alors les deux. Et quand il y a du polymorphisme, c'est là qu'il y a de la décroissance de taux de dispersion dans les populations. L'allèle qui disperse le plus va diminuer en fréquence, alors que l'allèle qui disperse le moins va augmenter en fréquence dans chaque population. Et donc il y a deux niveaux de sélection, un niveau intrapopulation qui défavorise la migration, un niveau métapop, donc c'est pour ça qu'on dit qu'il y avait une sélection à l'échelle de la métapopulation qui augmentait le taux de dispersion. Et c'est là que Ophélie va reprendre la suite. Isabelle, elle était connue pour faire deux types d'exposés. Donc il y avait des exposés où elle était bien stressée, elle avait tout écrit à l'avance et généralement ça se passait bien. Puis il y avait des exposés qu'elle avait fait à l'arrache où elle avait préparé une centaine de diapos pour 20 minutes. Donc je vais vous faire ce type d'exposé, le second là. En son hommage bien sûr. Effectivement, en avril 1995, j'arrive dans l'équipe d'Isabelle et j'y débarque. Je dois ma venue là-bas à deux personnes qui sont Louis Thaler, qui terminait son mandat de directeur des études à l'école normale supérieure et qui, avant de partir de ce poste de directeur des études, avait emmené toute la promotion de biologistes nouvellement recrutés à Normal Sup, passer une semaine à Montpellier et discuter avec des chercheurs à Montpellier. Donc c'est à cette époque-là que j'avais développé le goût pour cette communauté de chercheurs. Et puis Pierre-Henri, qui, lorsque j'étais venue le voir pour lui demander conseil, je lui ai dit « Je veux venir à Montpellier, je veux absolument bosser sur la polyploïdie ». Et il m'avait dit, en gardant son calme, « Écoute, je te conseille plutôt d'aller chez mon amie Isabelle Olivieri ». Et j'ai suivi son conseil. Donc, en 1995, quand j'arrive à Montpellier, je reviens de plusieurs mois en Australie, où j'ai fait, contre toute attente, du terrain, et où j'ai adoré ça. Et donc je reviens d'Australie, non seulement avec des habitudes alimentaires un petit peu déviantes, mais avec la ferme intention d'entamer une carrière en écologie tropicale, et donc de retourner aussi vite que possible à Paris, dans le laboratoire d'écologie tropicale, pour faire une thèse et mon DEA là-bas. Or, dans l'espace de moins d'un an, je vais complètement changer d'avis et entamer une carrière de biologiste évolutif théorique. Et donc, le propos de cet exposé, c'est de comprendre qu'est-ce qui m'a fait changer d'avis dans cet espace de temps. Alors, ce qui va se passer quand j'arrive à Montpellier, c'est que je vais tomber dans les griffes de la Montpellier Metapopulation Mafia, selon les termes de Steve Stearns à Guarda lors de l'école d'été qu'il organisait à cette époque-là. Où, effectivement, alors, parce que je pense qu'Isabelle était très visible à l'international en particulier, il a l'impression qu'à Montpellier, tout le monde travaille sur les métapopulations. Et que la métapopulation, en tout cas la biologie évolutive sur les métapopulations, est complètement trustée par les Montpelliérains. Alors effectivement, qu'est-ce que c'est que ces histoires de métapopulation? Donc, de façon intéressante, effectivement, Pierre-Henri dit que la définition, leur premier contact avec les métapopulations, c'est pas ce qui est considéré comme un peu la définition historique des métapopulations par Levins, qui est une métapopulation qui va apparaître dans leur article de 90 d'Entry et que moi j'adore en fait, parce que je trouve qu'elle est assez belle d'un point de vue littéraire juste en fait. Donc où Levins il dit que n'importe quelle espèce, au final, c'est une population de populations locales qui sont établies à un moment donné, survivent pour un temps, envoient des migrants et puis finalement disparaissent. Et donc la persistance d'une espèce dans une région dépend d'un équilibre entre des colonisations qui se produisent avec succès et des extinctions locales. Et donc au final, si on considère que chaque population a une espérance de vie finie, la distinction entre une population et une métapopulation disparaît parce qu'il y a un continuum de systèmes avec des probabilités d'extinction différentes. Donc d'un point de vue conceptuel, ce concept est très séduisant pour des raisons presque philosophiques en fait. Et je pense que même très tôt, en 1995, moi je suis sensible à ces arguments qui sont développés par toute cette littérature. Première raison pour laquelle c'est intéressant d'un point de vue philosophique, c'est que la métapopulation, ça consiste à avoir un élargissement de la perspective.
C'est-à-dire qu'on regarde des problèmes, pas simplement avec une vision un peu étroite et en regardant juste les populations où on voit des individus. On regarde effectivement plus largement d'un point de vue spatial un paysage, et ça implique aussi de regarder où l'espèce n'est pas. Et ça devient important pour comprendre la dynamique de s'intéresser à des choses qu'on ne regarderait pas. On ne regarderait pas où l'espèce n'est pas si on n'avait pas cette approche assez large. Donc avoir une vision large, ça paraît une bonne idée en général dans la vie, donc en sciences aussi. Et l'autre notion que je trouve presque philosophique à propos des métapopulations, c'est cette notion d'impermanence, qui est un petit peu bouddhiste en fait, qui consiste à dire, en fait, tout ce qu'on regarde, ce n'est pas des objets qui vont être là tout le temps, donc les populations ont une espérance de vie finie, et elles vont finir aussi par s'éteindre, et donc pour comprendre comment ça se passe, il faut prendre du recul. C'est lié aussi à cette notion d'équilibre évolutif et écologique, à quelle échelle d'espace ou de temps vont se produire ces équilibres. Et on sait bien qu'une difficulté, une problématique conceptuelle, c'est qu'on a un peu besoin de ce concept d'équilibre pour faire de l'écologie et d'évolution. En même temps, on sait bien que la plupart des populations qu'on regarde ne sont pas à l'équilibre. Donc la métapopulation permet de poser une hypothèse d'équilibre à une certaine échelle et de regarder des phénomènes de déséquilibre à une échelle en dessous. Donc ça, c'est discuté de manière assez intéressante dans ce papier de Tri que je vous engage à relire ou à lire, notamment autour de ces idées d'équilibre. Donc effectivement, Pierre-Henri en a parlé, quand j'arrive à Montpellier en 1995, à ce papier qui vient de sortir, après 10 ans de débat avec l'éditrice. Moi j'ai retrouvé la première version qui avait été soumise à Amnat, qui date de 10 ans avant son... non, qui a 10 ans après que le modèle soit écrit, et après 5 ans de débat avec l'éditrice. Donc ça valait le coup de se battre, parce que finalement, ce papier, actuellement encore, c'est le deuxième modèle le plus cité sur l'évolution de la dispersion. Alors pourtant, il y en a plein des modèles sur l'évolution de la dispersion. Et d'ailleurs, avant celui-là, ce n'était pas le premier modèle d'évolution de la dispersion en métapop. Donc avant celui-là, il y avait des modèles qui existaient. Notamment, il y avait un modèle par Van Valen, puis après des modèles par Commins et collègues, qui s'intéressaient à l'évolution de la dispersion dans une métapop. Mais effectivement, ces gens-là, contrairement à peut-être Isabelle, Pierre-Henri et Yanis, avaient été influencés par les travaux de Levins, et notamment ces travaux théoriques sur des métapopulations, où pour simplifier, de manière effectivement très féconde d'un point de vue théorique, on avait simplifié le paysage, on considérait qu'il y avait deux types de sites, des populations vides et des populations occupées. Et donc on regarde, un site occupé peut devenir un site vide avec une certaine probabilité d'être perturbé, et un site vide peut devenir de nouveau occupé si jamais il est colonisé, et cette probabilité de colonisation dépend du nombre de sites occupés total dans le paysage. Donc ça c'est le modèle classique de Levins de métapopulation. Et donc, ces modèles qui sont des modèles d'évolution de la dispersion, ils vont se placer dans ce cadre-là, où effectivement, la métapopulation, dedans, il n'y a que des sites vides et des sites occupés. Alors, ce que ça suppose comme hypothèse, c'est que la dynamique de recolonisation au sein de chaque site est très très rapide. Et donc, la dynamique démographique au sein de chaque site, elle est très rapide par rapport à la dynamique de la fréquence des sites à l'échelle du paysage. L'intérêt du modèle d'Isabelle publié en 1995, c'est qu'effectivement, je pense peut-être parce qu'effectivement ils ont été influencés, alors c'est mon interprétation, par le terrain qu'ils ont fait, c'est une interprétation où il a fait de l'âge des populations et structurant. Alors c'est peut-être aussi lié au fait qu'Isabelle s'était intéressée à ces histoires de cycle de vie peut-être, et que cette structure en âge, l'histoire d'évolution de la sénescence, peut-être ça a influencé aussi sa manière de modéliser et de comprendre les paysages. Donc ça c'est ma version de leur modèle, où on a des sites vides qui sont tous recolonisés, mais qui peuvent rester vides si jamais ils sont de nouveau perturbés, et puis s'ils ne sont pas perturbés, du coup effectivement on va avoir une population qui va s'établir et grandir. Le fait qu'on considère une métapopulation avec des sites d'âge différents, l'âge c'est le temps depuis la fondation de la population ou le temps depuis la dernière extinction, ça permet de modéliser explicitement la dynamique de recolonisation à l'intérieur des sites occupés, et donc éventuellement de ne pas faire forcément l'hypothèse que cette dynamique de recolonisation elle est rapide. On va pouvoir regarder des cas où la colonisation elle est lente, et quelles conséquences ça a. On peut aussi s'intéresser au fait que des populations d'âge différents, ils ont des probabilités de perturbation différentes, donc ils ont des écologies différentes. Et puis ça permet de prendre en compte ces phénomènes de succession, ce qui n'est absolument pas fait par les modèles précédents d'évolution et de dispersion, et qui a été peu fait en fait finalement après, en dehors de ce modèle-là, d'un point de vue évolutif, ce qui, moi je trouve, est une grande originalité du modèle et tout à fait intéressant parce que ça permet de comprendre l'extinction liée à des phénomènes stochastiques de perturbation, mais aussi déterministes qui sont liés au fait que il y a de la succession où on a des espèces qui colonisent des habitats qui ont des durées de vie limitées. Par exemple, des parasites qui colonisent un hôte, son hôte a aussi une durée de vie limitée et ça a des conséquences sur l'évolution des traits à l'intérieur de ces populations de parasites.
Donc l'intuition, à partir de ce moment-là, dans ce modèle, donc ça c'est une phrase extraite du papier de 95, c'est que l'âge des populations peut être un paramètre critique qui va moduler la sélection sur les taux de dispersion dans la métapopulation. Et effectivement c'est le cas, donc je vous ai remis la même figure que celle montrée par Pierre-Henri, mais en fait j'ai du mal à pas partir de là. Donc en fait ce que montrent ces cas de polymorphisme, où on a une décroissance au cours du temps de la fréquence des génotypes les plus dispersants, ici en blanc, et une augmentation au cours du temps dans les populations des génotypes les moins dispersants, ici en noir, c'est que l'évolution de la dispersion, c'est le résultat d'un compromis entre la sélection qui est antagoniste à différents niveaux. Donc on a une sélection pour plus de dispersion au niveau de la métapopulation, au niveau du paysage entier, alors qu'on a une contre-sélection des génotypes dispersants au niveau de chacune des populations. Donc si on regarde que ce qui se passe à l'intérieur des populations, on ne comprend pas du tout ce qui se passe. Alors, cet article va avoir un impact assez fort, et notamment va intéresser pas mal de gens qui travaillent sur les métapopulations d'un point de vue écologique. Donc en 1994, alors l'article n'était pas encore sorti, mais je pense que Isabelle avait déjà dû communiquer à propos de cet article qui était dans les tiroirs depuis des années. Ilka Hansky contacte Isabelle pour lui proposer de participer à un nouvel ouvrage édité sur les métapopulations. Donc Ilka avait, avec Michael Gilpin, publié, excusez-moi pour la mauvaise qualité de cette image, un premier livre édité qui compilait un certain nombre de travaux sur la biologie des métapopulations, qui était essentiellement de l'écologie. Et Isabelle s'était plainte auprès d'Ilka du fait qu'il n'y avait pas beaucoup d'évolution génétique dans cet ouvrage. Et donc Ilka a pris note et dit, voilà, tu avais critiqué ça, moi je vais corriger ce problème, donc je te propose de faire un chapitre de bouquin dans mon livre. Donc Isabelle va proposer à Pierre-Henri d'écrire ce chapitre avec elle, qui s'appelle, alors ce chapitre de livre s'appelle Evolution of Migration Rate and Other Traits, The Metapopulation Effect. Et donc le projet de ce livre, c'est de montrer effectivement cet effet métapopulation sur l'évolution de la dispersion, mais aussi sur plein d'autres caractères. C'était une réponse pas plus. Yonayama voulait qu'on enlève le mot métapopulation du titre de l'article de 95. On avait du mal à le garder. On a insisté. Donc pour Ilka, ça marchait par contre. Donc dans ce chapitre, on parle de plein de choses, et je vais essayer d'utiliser ça comme trame pour vous parler de différents travaux autour des métapopulations auxquels Isabelle a participé, et puis vous montrer aussi comment, après que Isabelle ait cessé de s'occuper de cette question-là, ça a généré d'autres études qui ont des descendants dans notre questionnement actuel. Donc une première question, je vais illustrer, c'est que dans ce chapitre, on parlait simplement d'évolution de la dispersion, on parlait aussi de l'effet de la dispersion sur la viabilité des métapopulations, avec déjà toujours un souci de relier évolution et démographie, et donc déjà aussi des préoccupations autour de l'extinction, autour de ce qui sera plus tard la biologie de la conservation. Alors, ces préoccupations sur la viabilité des métapopulations, donc il y a une discussion dans le chapitre, ça va donner lieu aussi à un article publié, qui est une étude qui était menée en grande partie par Stéphanie Brachet, qui faisait sa thèse dans le laboratoire de Pierre-Henri dans les années 90. Et l'idée de ce travail, c'est de s'intéresser à des métapopulations un petit peu différentes, où on a plusieurs types de patchs dans le paysage. Donc en fait, on a différents types d'habitats dans le même paysage, et ces différents habitats ont leur propre dynamique d'extinction et de succession. Donc ça correspond, on a un mélange de sites dans le paysage qui ont chacun leur propre probabilité d'extinction ou de survie, et qui sont connectés tout ensemble par la migration. Et donc dans ces paysages, il se passe des choses non triviales quand on s'intéresse à la persistance d'une métapopulation dans ce type de paysage hétérogène. Alors ici, vous avez ce genre de graphique en 3D. Alors, normalement, je déteste le graphique en 3D, mais celui-là, il est pas mal, je vais vous l'expliquer. Donc là, vous avez la taille de la métapopulation en fonction du taux de migration dans le paysage et en fonction de la proportion du deuxième habitat dans le paysage. Alors, une première chose qu'on voit dans ce jeu de paramètres-là,
c'est qu'il y a une gamme de taux de dispersion qui permet à la métapopulation de se maintenir quand on n'a qu'un seul type de paysage. Et c'est une autre gamme de taux de dispersion qui est non chevauchante, qui permet à la population de se maintenir quand on est dans un paysage constitué uniquement du deuxième type d'habitat. Et il existe en fait certains paysages constitués par un mélange de ces deux types d'habitat où il n'y a aucun taux de dispersion qui permet la viabilité de la métapopulation. Donc, alors qu'on connaît des taux de métapopulation qui permettent la viabilité dans chacun des paysages, dans chacun des habitats, quand on les mélange, on n'arrive plus du tout à maintenir de viabilité possible. Et on voit aussi que quand on part d'un paysage comme un paysage constitué uniquement de cet habitat-là, une toute petite augmentation de la fréquence de l'habitat alternatif peut conduire à une extinction de la métapopulation, quel que soit le taux de dispersion qui peut évoluer ou se maintenir dans ce système-là. Alors ça a des résonances par rapport à d'autres types d'études dont on va vous parler ensuite, qui sont des problématiques qui se développaient à la même époque au laboratoire autour de problématiques de biologie de la conservation. Et notamment avec une espèce dont Eric va vous parler en détail, qui est la centaurée de la Clappe, où la problématique de conservation va très vite s'orienter sur des problématiques qui relient évolution de la dispersion à conservation des espèces et viabilité. Donc, des études menées par Bruno et Mickel à l'époque et Isabelle vont proposer une hypothèse comme quoi le statut démographique particulier de cette espèce très rare de falaise, qui vit près de Narbonne, est lié à l'évolution de la dispersion dans le système. Donc en effet, la centaurée vit dans des habitats où le coût de la dispersion est très élevé, parce qu'il y a beaucoup d'habitats défavorables tout autour d'elle, ce qui conduit à l'évolution d'une très faible dispersion, capacité de dispersion de ces graines. Ça veut dire que s'il y a quelques migrants qui néanmoins arrivent à fonder une nouvelle population, on va avoir une très faible densité d'individus dans ces nouvelles populations. Or, la centaurée possède un certain nombre de traits d'histoire de vie et de systèmes de reproduction qui font que être un colonisateur dans une population à faible densité, c'est un coût démographique très fort à cause d'effets Ali. Ce qui va encore plus renforcer le coût de la dispersion, c'est-à-dire que non seulement on peut mourir pendant la dispersion, mais en plus on a une chance de complètement rater sa reproduction si on arrive néanmoins à coloniser un endroit favorable. Ça va sélectionner encore plus pour la dispersion petite, et donc on pense que l'espèce est attrapée dans un espèce de piège évolutif où elle évolue des capacités de dispersion qui vont la mener à l'extinction à terme. Donc ça a été proposé comme un espèce d'exemple de suicide évolutif. Alors cette idée est très séduisante, je pense qu'elle n'a jamais été vraiment complètement démontrée jusqu'au bout, parce qu'on n'a pas vraiment montré l'évolution de la dispersion dans le système. Mais ça a été une source d'inspiration par la suite. C'est à ma connaissance le seul cas empirique où on pourrait penser qu'on a effectivement un cas vraiment de suicide évolutif qui se passe devant nous. Et ensuite, en fait, ça a aussi quelque part inspiré des modèles théoriques qui ont testé cette idée plus précisément. Donc ça, c'est l'exemple d'un modèle qu'on a fait avec François Rousset, où effectivement, dans la métapopulation, si on part d'un taux de dispersion qui permet tout à fait à la métapopulation de se maintenir, par évolution, va évoluer petit à petit des taux de dispersion de plus en plus faibles qui passent en dessous du seuil auquel on peut maintenir la métapopulation. Et on a effectivement, pour plein de trajectoires évolutives répétées ici, une extinction de la métapopulation qui est due uniquement à l'évolution de ces traits au sein de cette métapopulation. Alors ces travaux autour de la dispersion vont faire que Isabelle va devenir une figure extrêmement visible sur ce champ de recherche. Et donc également, à la fin des années 90, début des années 2000, Ilkka Hanski va la solliciter pour participer à un projet européen qui s'appelait Fragland, et qui s'intéresse à la survie effectivement des espèces dans les paysages fragmentés, donc en complète continuité avec les questions posées précédemment, avec un modèle, essentiellement des modèles papillons, et impliquant tout un tas de gens en Europe, Paul Breckfield, Chris Thomas, Pedro Giordano, et puis d'autres, que je n'ai pas mis les photos. Donc, Ilkka Hanski, il travaillait sur les aspects dynamiques des métapopulations, donc il était déjà établi comme un peu le pape des métapopulations à cette époque-là au niveau européen, et les métapopulations étaient une spécialité européenne. Mais il ne s'était pas trop mis aux questions évolutives, et au cours de ce projet-là, il va vraiment se mettre aussi à explorer des questions autour de l'évolution de la dispersion.
quelque part va donner un écho aux travaux théoriques d'Isabelle, tout à fait intéressant. Donc le système, pourquoi ILCA est devenu hyper célèbre sur ces aspects métapopulation, c'est à cause de plein de choses théoriques qu'il a développées, mais aussi par ce système expérimental extraordinaire où on a une quantité incroyable de mini, toutes petites populations de papillons qui sont suivies depuis des années par une armée d'étudiants, qui permettent d'avoir des données sur l'extinction, la colonisation et puis plein de traits dans un système complètement spatialement explicite et cartographié à une échelle peu réalisée pour n'importe quel autre système expérimental. Donc, avec ce papillon Meletea kingsia dans un archipel au sud-ouest de la Finlande. Alors, ce que va faire ILCA, c'est que lui, les modèles comme on faisait avec Isabelle, ça lui plaisait pas trop parce qu'il trouvait ça trop théorique, général et puis pas assez spatial. Donc il va rendre tout spatialement explicite. Et effectivement, dans ce modèle, un de ces modèles d'évolution de la dispersion, dans ce paysage-là, il va regarder les distances de dispersion qui évoluent dans différents patchs. Il retrouve le résultat d'Isabelle, à savoir, on trouve des capacités de dispersion plus élevées dans les patchs qui sont jeunes, qui ont été fondés dans les populations qui ont été fondées récemment, et des capacités de dispersion plus faibles dans les patchs qui ont été fondés depuis plus longtemps, des vieilles populations. Mais cette différence entre populations jeunes et vieilles est surtout visible quand on regarde des populations qui sont isolées des autres populations. Si on regarde des populations qui sont bien connectées à d'autres populations, de manière assez intuitive, on ne voit pas ça parce qu'une population fondée récemment peut être entourée de populations qui sont fondées depuis beaucoup plus longtemps, où il y a plein de génotypes moins dispersants, et du coup on arrive moins à voir les différences liées à l'âge des patchs quand on a un mélange en fait de génotypes à l'échelle d'une parcelle du paysage, enfin d'une partie du paysage. Donc il rajoute cette dimension spatiale à la problématique d'Isabelle. Et donc l'intérêt de ce système, c'est que non seulement il peut faire des prédictions théoriques sur exactement quelle quantité de dispersion j'attends dans tel site, mais il peut comparer ça avec des données, donc soit des données, je ne vous ai pas mis là directement d'observation des comportements de dispersion des papillons, soit des données sur un gène, sur la fréquence d'un allèle d'un locus enzymatique, dont par ailleurs leurs études ont montré qu'il était fortement impliqué dans les déterminismes de dispersion. Et on retrouve effectivement le même patron avec des différences de fréquence de cet allèle entre populations jeunes et vieilles, liées aussi à la connectivité des populations. Donc une espèce de confirmation, une autre confirmation expérimentale des résultats d'Isabelle, mais dans un autre contexte, qui est venue bien plus tard. Alors, malgré tout l'intérêt de ça, Isabelle, lors de ce projet européen, je pense qu'elle a discuté, on a tous discuté beaucoup avec ces équipes qui travaillaient sur les papillons, mais on n'a pas de papier en commun, en réalité. Et Isabelle ne s'est pas mise à travailler sur les papillons du tout à cette époque, alors qu'on pourrait voir ça comme un modèle fabuleux pour tester plein d'idées qu'elle avait sur les métapopulations. Et pourtant, à la même époque, on avait un étudiant dans le laboratoire qui travaillait sur les papillons, qui était Mathieu Geron, qui était un autre chat perdu recueilli par Isabelle, donc qui avait un projet sur la compréhension du maintien de la diversité de formes dans les systèmes de mimétisme de papillons mullérien, où, a priori, le maintien du polymorphisme est problématique parce qu'on a des phénomènes de fréquence dépendance positive très très forts. Donc je ne vais pas vous le détailler ici. Mathieu va, je ne crois pas qu'il ait publié avec Isabelle pendant sa thèse, alors qu'il était en thèse avec elle. Donc elle l'a laissé libre de développer son projet à lui complètement généreusement et sans contrepartie. Et puis il a bénéficié encore une fois aussi de l'entourage. Il a quand même fait des modèles qui permettent de comprendre l'évolution un petit peu de ce polymorphisme qui prend en compte une dimension spatiale, mais je crois qu'il n'a jamais utilisé le mot métapopulation dans cette publication, malgré toute l'influence d'Isabelle. Alors, un autre trait dont Pierre-Henri a déjà parlé un petit peu, c'est la dormance. Et ça, c'est effectivement l'idée au départ, c'est qu'on voit ces deux types de stratégies, les stratégies de dispersion dans l'espace et les stratégies de dispersion dans le temps. Et on pourrait voir ça comme des stratégies alternatives pour gérer des problèmes d'adversité, de conditions adverses dans les populations locales. Et une question qui a agité Isabelle depuis très longtemps, c'est quand est-ce qu'il vaut mieux disperser dans le temps, quand est-ce qu'il vaut mieux disperser dans l'espace pour répondre à un certain nombre de pressions de sélection qui s'exercent sur ces deux traits qui semblent assez semblables.
Alors Isabelle avait fait des simulations là-dessus, elle a fait un chapitre de bouquin tout seul, enfin je pense que c'était vraiment une question qui l'intéressait. Mais elle va mettre des étudiants sur le sujet. Et donc en 95, quand j'arrive dans l'équipe, il y a deux étudiants en DEA qui sont Sylvain Grandon et Renaud Vitalis. Et Renaud Vitalis, à l'époque de son DEA, il ne travaille pas du tout sur la dormance, il travaille sur des modèles très compliqués avec Denis Couvé pour estimer séparément la taille des populations et la migration en prenant en compte des équilibres d'identité. Donc c'est pareil, il ne travaille pas vraiment avec Isabelle à l'époque, mais après il va faire son objection de conscience, parce qu'à l'époque il y a encore le service militaire. Et donc il cherche une combine pour continuer à faire de la recherche pendant son service militaire, et Isabelle lui trouve une combine avec le conservatoire de Porquerolles. Et une partie des missions de Renaud pendant cette époque-là, c'est de mieux comprendre la démographie et la génétique d'une espèce de fougère très rare, endémique en particulier du bassin méditerranéen, qui est Marsilea strigosa, et qui est la caractéristique d'occuper des mares temporaires qui s'assèchent régulièrement. Et donc il y a une banque de sporocarpes qui leur permet de résister à la sécheresse pendant pas mal de temps, en fait, pendant plusieurs années, et de pouvoir germer à nouveau une fois que les mares sont mises en eau. Donc il trouve dans ses études une très très forte structure spatiale de la diversité génétique à différentes échelles d'espace, et qui suggère une quasi-absence de dispersion dans l'espace de cette espèce. Et une des questions, alors il ne se rappelle plus très bien, et moi non plus, mais alors est-ce que c'est cette question du rôle de la banque de sporocarpes dans la structure génétique qui a motivé les études théoriques qu'il a fait? Mais voilà, Renaud, c'est aussi essentiellement surtout un théoricien, et donc il a fait des manips, il a fait du terrain sur les Marsilea, mais très vite il va retourner aux équations et se poser des questions avec Isabelle sur quel est l'effet de la banque de graines et la dormance sur la structure génétique des populations. Donc ça va conduire à un article en 2004 qui implique aussi Sylvain Glémin, où il trouve que, en fait, contrairement un peu aux intuitions que vous pouvez avoir, la présence d'une banque de graines dans les modèles, ça conduit à moins de différenciation entre populations différentes. Et par contre, un autre cas qui était intéressant, qui intéresse aussi l'équipe, puisqu'on travaille sur pas mal de pérennes monocarpiques, notamment la Centaurée de la Clappe, c'est que d'avoir une banque, non pas de graines dormantes, mais une banque de rosettes dormantes qui attendent de fleurir, c'est un effet inverse, c'est-à-dire que la banque de rosettes a tendance à augmenter la différenciation entre populations. Donc je laisserai Renaud vous expliquer pourquoi si vous le souhaitez. Mais ce que Isabelle voulait vraiment faire avec ces modèles, dans la structure génétique c'était bien gentil, mais elle, ce qu'elle voulait, c'est faire évoluer la dormance et la dispersion dans le même modèle, parce qu'elle rêvait toujours de faire tout évoluer en même temps dans le même modèle. Et donc finalement, ce rêve s'est réalisé, mais 10 ans après, où en 2013, Renaud, François Rousset, Isabelle Olivieri et Sylvain Gandon et un autre auteur que je ne connais pas, qui nous recruté pour l'occasion, ont fini, après des efforts quand même soutenus et longs, à publier un modèle d'évolution conjointe de la dormance et de la dispersion, avec à la fois des extinctions locales à la Isabelle et de la compétition entre apparentés chère au reste des XY des auteurs. Et donc ce modèle montre en particulier que, évidemment, voilà, quand on fait coévoluer deux traits en même temps, la réponse qu'on a en général, c'est qu'on obtient des patrons très compliqués de syndromes entre les traits qui sont hyper variables en fonction des conditions environnementales. Donc là, en fait, ce que vous voyez, c'est que vous avez le taux de dormance évolutivement stable et le taux de dispersion évolutivement stable, en fonction, et sont reliés sur une ligne des stratégies dans des paysages avec des taux d'extinction de plus en plus grands. Et donc ce qu'on voit, c'est que si on part par exemple d'une certaine taille de population où il y a 10 individus par patch, si on augmente le taux d'extinction, on va d'abord avoir pas d'évolution de la dispersion, mais évolution de la dormance. Et puis après, au-delà d'un certain taux d'extinction, on va avoir quasiment plus d'évolution de la dormance, mais l'évolution de la dispersion. Et puis ça peut s'inverser encore pour des taux d'extinction très forts. Alors, une autre problématique qui existe au laboratoire à l'époque, c'est la coévolution hôte-parasite. Je sens vous commencer à fatiguer. Donc ça concerne le deuxième étudiant de DEA qui est en 95 à Montpellier, c'est Sylvain Gandon. Sylvain Gandon, c'est aussi un chat perdu qui ne trouvait pas de sujet de master et qui est arrivé dans l'équipe.
Alors qu'est-ce qu'il nous dit sur ce projet au départ? Alors il nous dit, ce dont je me souviens de ce projet, c'est que c'était quand même pas mal d'improvisation. Alors ça, on en a déjà parlé avec Isabelle. J'ai récupéré le projet d'Yvan et d'Yvain, qui était effectivement en thèse et respectivement en DEA à l'époque. Il n'y avait pas vraiment de question au départ. L'idée, je crois, c'était de mélanger des ingrédients, métapopulation, dispersion, parasites, gène pour gène. Forcément, il devrait sortir quelque chose d'intéressant de tout ça. Et donc, il dit que lui, en tant qu'étudiant, il trouvait que c'était pas trop évident de structurer et d'en sortir quelque chose, et que Isabelle le faisait penser à une espèce de sorcière magnifique dont le labo était son chaudron dans lequel elle mélangeait des gens et des idées sans suivre de recettes, et puis ça donnait des choses parfois réussies, parfois ratées. Alors dans le cas présent, ça a donné quelque chose d'assez réussi, qui est cet article qui est sorti en 1996, qui est l'article le plus cité d'Isabelle. Et pourquoi est-ce que ça a eu un impact très fort sur la communauté? C'est que ce papier montrait pour la première fois que la dispersion, contrairement aux idées reçues, pouvait faciliter l'adaptation locale. Donc l'idée avant, c'était que la dispersion, les flux de gènes, ça empêche l'adaptation locale, ça empêche la divergence génétique. Et donc là, ce papier-là montrait au contraire que dans un système hôte parasite, plus on dispersait, plus on pouvait adapter localement. Donc, plus précisément, voilà les résultats de simulation qu'a conduit Sylvain pendant son DEA. Du coup, là vous avez ici le taux de dispersion de l'hôte dans la métapopulation, le taux de dispersion du parasite. Et ce qu'on voit, c'est que quand le parasite disperse plus que son hôte, on s'attend à ce que les parasites soient localement adaptés à leur hôte. Et quand l'hôte disperse plus que le parasite, on s'attend à ce que ce soit les hôtes qui soient localement adaptés à leur parasite. Alors, je pense que ça a intéressé plein de gens à l'époque parce qu'il y avait plein de données qui montraient ce patron-là, de plus en plus, à cette époque-là, qui montraient des phénomènes d'adaptation locale, que les parasites arrivaient mieux à infecter leur hôte local qu'un hôte qui venait d'ailleurs. Et effectivement, dans la plupart des systèmes hôtes parasites qu'on connaissait, on avait des bonnes raisons de penser que le parasite dispersait plus que l'hôte. Alors, ces travaux-là, après, donc ils ont eu un impact très fort, ils ont eu plein de ramifications, notamment Sylvain a après repris le modèle et a réussi à bien montrer analytiquement avec des arguments géométriques très élégants qu'effectivement c'était bien le rapport de dispersion entre les hôtes et les parasites qui conduisait à ce patron-là. Et puis ça a influencé, marqué profondément sa carrière, parce que moi, je pense que j'ai compté plus de 20 articles publiés à la suite de ce modèle-là sur l'adaptation locale des hôtes et des parasites. Il y a eu des tests expérimentaux assez sympas de cette idée, parce que l'idée c'était, pour prouver le modèle, il fallait aussi trouver des systèmes où les parasites dispersent moins que leur hôte. Et ça, le système qui était étudié par Oliver Kaltz pendant sa thèse avec Jackie Chaikoff était effectivement un système où on a un champignon qui infecte des plantes et qui transmet qu'avec le pollen, alors que les hôtes se dispersent à la fois par le pollen et les graines. Et effectivement, dans ce système-là, on a trouvé un système où les parasites étaient... c'est les hôtes qui étaient localement adaptés à leurs parasites et pas l'inverse. Et alors, de manière assez intéressante aussi, Isabelle n'a pas pris part au développement ensuite de cette idée, qu'elle a un peu laissée à Yanis et Sylvain, mais elle a quand même fait première tentative d'évolution expérimentale avec Sylvain. Alors, je pense que c'est la première fois que Isabelle et Sylvain tentaient des manips avec des bactéries pour tester le modèle, en fait, en manipulant la dispersion des bactéries et des virus. Et donc, ils étaient à Paris en train de faire des manips ensemble. Alors, ça n'a pas trop réussi, je crois. Alors, Isabelle, je pense que c'était la première, mais la dernière fois qu'elle faisait des manips avec des bactéries d'évolution expérimentale. Sylvain, lui, il n'a pas trop lâché l'affaire, et des années après, il s'y est remis avec plus de succès. Voilà. Je crois que je vais m'arrêter. Donc après, je voulais vous parler de ce que moi j'avais fait, en fait, mais je vous en parlerai pas, parce que ça suffit. Voilà, ça c'était pour vous dire que... donc en fait, on a travaillé sur l'évolution des traits d'histoire de vie, avec un contexte un peu différent, parce qu'il n'y avait pas vraiment de paradoxe pour l'évolution de la dispersion ou de la dormance. En fait, on avait besoin d'un système en métapopulation pour comprendre l'évolution de ces traits. Et donc moi, ce que j'ai fait avec Isabelle, c'était un peu différent, parce que l'évolution des traits d'histoire de vie, il y avait déjà à l'époque une littérature hyper abondante, hyper bien structurée, une théorie qui marchait très bien pour expliquer plein de choses. Donc on s'est plus placé dans une situation de comment le fonctionnement métapop va modifier cette théorie plutôt que proposer une nouvelle explication pour l'évolution de ces traits. Et je voulais finir par des conclusions qui sont des messages un peu. Donc Isabelle, pendant qu'elle était à l'INRA, on n'a pas dit tout à l'heure, mais elle avait insisté là-dessus pendant sa médaille CNRS, elle n'a quasiment pas publié, en fait, pendant quasiment 4 ans de la première période qu'elle était à l'INRA.
Et pendant cette période, par contre, elle n'a pas rien fait. Elle a notamment produit cette thèse d'État qui contient plein de réflexions super intéressantes. Et en fait, quand je préparais cet exposé, je me disais, j'ai l'impression qu'en 95, quasiment toutes les questions après qu'on a, bon pas toutes, mais presque toutes étaient là déjà, avec des programmes de recherche qui étaient tous présents. C'est comme s'il y avait une espèce de radiation adaptative formidable qui s'était passée avant mon arrivée. Et je pense que cet espace de temps où elle n'a pas écrit d'articles, mais elle a lu des choses, et elle a écrit cette synthèse qui est un peu une synthèse biblio, en fait, a été hyper féconde sur le long terme et continue à être hyper féconde pour nous. Donc par rapport au modèle de publication frénétique que nous vivons actuellement, je pense qu'il y a des leçons à tirer de ça. Une autre leçon, c'est qu'effectivement, en science, on ne peut pas toujours tout prévoir ou avoir des programmes de recherche, des choses. Donc ça, c'est un gribouillis qui me propose ce que j'aurais pu faire en thèse. Alors globalement, j'ai à peu près rien fait de tout ça, moi-même. Par contre, il y a plein d'autres gens qui ont fait ces choses-là. Et puis, il y a des choses... donc ça a dû être écrit en 95 ou 96. Il y a des choses où on est encore en train de bosser dessus. Par exemple, Asma, qui est en thèse dans le laboratoire, va peut-être enfin faire la modélisation de l'évolution de l'âge à la taille et à la floraison chez la centaurée de la Clappe. Et puis, avec Joël et Sylvain, on est en train toujours de se poser des questions sur comment l'autofécondation affecte l'évolution de la variance génétique. Donc voilà, c'est pas grave forcément si on ne suit pas son programme, mais il y a des choses positives qui arrivent quand même malgré tout. Et puis tout se fait, mais à un rythme qui prend plus de temps que ce qu'on avait prévu. Aussi, j'ai retrouvé ce transparent-là que j'aime bien d'Isabelle, qui montre que la recherche, pour elle, donc ça pour elle c'était son équipe de recherche. Et on voit que ce n'est pas limité à l'ISEM, il y a des ramifications partout, donc là la notion de mafia et de réseau est parfaite. Et donc il y avait des gens partout, il y avait des étudiants qui étaient même rattachés à elle, mais qui étaient dans les labos différents. Donc elle plaçait des pions partout, mais en même temps ça montre aussi fondamentalement que son idée de la science, c'était une idée fondée sur la collaboration et un travail en commun. Et ça aussi, en termes de modèle de fonctionnement scientifique, je pense qu'il y a des leçons à retirer de tout ça. Et finalement, ça illustre, alors ça c'est le projet de Sylvain en fait, ça illustre cette idée de on met les ingrédients un peu, ça doit forcément faire quelque chose d'intéressant. Mais ce que je voulais soulever, c'est que en fait, il y a cet aspect-là important. Alors Isabelle a toujours dit oui, en fait, si je réussis, c'est parce que j'ai des super étudiants. Mais je pense qu'elle a eu des super étudiants parce qu'elle leur a donné une liberté et une confiance en eux extraordinaire qui ne se seraient pas développées comme ça avec d'autres encadrants.